Mesdames et messieurs, nous le savons tous, la France traverse une situation inédite et difficile. Et c'est vrai dans le domaine scolaire comme dans tous les domaines. Nous sommes à la fin de la 3e semaine de confinement. Et la situation, je le sais, n'est pas simple pour les familles qui doivent souvent assumer leur travail, parfois le télétravail, ainsi que le travail scolaire de leurs enfants. Je voudrais les saluer tout particulièrement. Je voudrais saluer aussi les professeurs et l'ensemble des personnels de l'éducation nationale qui se sont mobilisés de façon incroyable pour réussir à ce que cet enseignement à distance soit réussi. L'enseignement à distance ne peut jamais remplacer l'enseignement présentiel, mais aujourd'hui, la France a réussi à entrer dans cet enseignement à distance d'une manière qui est d'ailleurs saluée sur le plan international. Nous sommes un des pays qui a réussi à le faire de la façon la plus homogène. Néanmoins, nous avons encore bien des défis à relever, notamment des défis d'égalité, de compensation des inégalités liées aux contextes familiaux, et nous nous y employons de différentes manières actuellement, comme je le dis dans différents messages, et aux professeurs et aux familles ces derniers temps. Notre but, c'est évidemment à la fois d'avoir un bon niveau général de nos élèves et d'avoir l'égalité sociale. Ces deux buts, non seulement ne doivent pas être atteints par la période actuelle, mais doivent nous faire réagir fortement pour réussir cela. Nous sommes à la veille des vacances scolaires pour certaines académies, celles de Toulouse et Montpellier, de Paris, Créteil et Versailles. Et je veux donc adresser à ceux qui sont concernés par les vacances, que ce soit à la fin de cette semaine ou à la fin des semaines suivantes, un message de soutien et leur souhaiter aussi de pouvoir prendre un peu de repos. Nous organisons d'ailleurs, nous proposons des activités éducatives et nous avons lancé l'opération Nation apprenante pour que les élèves puissent écouter des émissions, lire des livres, avoir des suggestions d'activités éducatives dans une atmosphère qui doit être une atmosphère d'équilibre dans les activités que l'on a. Comme vous le savez, la situation que nous vivons se caractérise par des certitudes et par des incertitudes. Les incertitudes sont nombreuses, notamment sur la date de retour à la normale. Le retour des élèves dépend de l'évolution de la situation sanitaire, bien entendu. Et comme toujours, nous nous appuierons sur l'expertise des autorités sanitaires pour le décider. Le Premier ministre a été très clair hier soir sur cette question. Comme je l'ai dit, l'un des scénarios possibles est le retour au début du mois de mai. À ce stade, ce n'est qu'une hypothèse. Et ce que je vais proposer pour les examens doit pouvoir tenir compte de l'ensemble des hypothèses de retour à la normale. Même si nous rentrions au début du mois de mai, les élèves auraient été privés d'au minimum 5 semaines normales de cours. Et en dépit de l'engagement de tous, et notamment des professeurs, pour assurer les cours à distance, les conditions d'apprentissage ne sont évidemment pas aussi bonnes que s'il n'y avait pas eu cela. C'est particulièrement vrai pour la préparation des élèves dans les classes à examen. Je veux donc parler des élèves de 3e, de première et de terminale, pour le diplôme national du brevet et pour les baccalauréats général, technologique et professionnel. Le contexte de la décision, c'est donc que nous devons tenir compte de l'ensemble des incertitudes et des évolutions de la situation sanitaire. Comme l'a dit le Premier ministre, il n'est pas possible que les élèves puissent passer le baccalauréat dans les conditions qui étaient celles des années précédentes. Pour que chacun ait bien à l'esprit le défi que représente l'organisation de nos examens, je veux rappeler quelques chiffres. Il y a 840 000 élèves de 3e qui passent le brevet. Il y a 543 000 élèves qui sont des élèves de première générale et de première technologique qui passent les épreuves communes de contrôle continu et les épreuves anticipées de français en première. Et il y a 740 000 élèves de terminale, en terminale professionnelle, en terminale générale, en terminale technologique. Nous parlons donc de 2 100 000 candidats quand nous parlons du brevet et du baccalauréat. Habituellement, le calendrier du baccalauréat est très contraint. La passation des épreuves oblige les lycées à fermer leurs portes vers le 10 juin et les collèges vers le 25 juin. Avant d'indiquer donc en détail les aménagements décidés, je voudrais partager avec vous les critères des décisions que je vais annoncer maintenant. Le premier des critères, pour moi, le critère fondamental depuis le début, et je l'ai indiqué dès le début, c'est ne pas léser les élèves. Ne pas léser les élèves. Nous sommes dans une période qui doit être caractérisée par la bienveillance de tous envers tous, étant donné ce que nous vivons. Et donc ne pas léser les élèves, c'est leur garantir que oui, il y a la passation d'un baccalauréat en 2020. Et c'est ce que nous faisons au travers de cette décision. Je veux donc leur adresser un message d'encouragement à travailler. Ce que je vais dire ensuite montrera à quel point il y a un encouragement à travailler, les encourager à travailler et les encourager pour leur futur. Parce que le travail qu'ils font en ce moment même et ensuite est évidemment bon pour leur futur. Donc premièrement, ne pas léser les élèves.
Deuxièmement, garantir la qualité et l'équité du diplôme du baccalauréat. Là aussi, vous le verrez, les mesures que je vais annoncer sont faites pour cela. Et ce baccalauréat sera un véritable baccalauréat. Troisième critère, c'est un critère très important, c'est s'assurer qu'il y ait le maximum de semaines de cours, notamment au mois de juin. Je l'indiquais tout à l'heure, l'habituelle organisation du baccalauréat nous fait souvent perdre beaucoup de semaines au mois de juin. Et c'est un problème, et c'est d'ailleurs une des motivations de la réforme du futur baccalauréat, que de reconquérir le mois de juin et de permettre d'avoir des semaines de cours en juin. La formule que je vais proposer va permettre de travailler tout au long du mois de juin et jusqu'au 4 juillet, et donc de rattraper des semaines de cours, je l'espère, s'il y a eu un retour à la normale dans l'intervalle, donc de rattraper les semaines de cours qui sont perdues actuellement. Il y a donc des critères qui sont de nature pédagogique et je dirais de nature humaine, tout simplement. Prendre en compte tout le monde, et d'abord les élèves. Et puis il y a aussi des critères d'ordre sanitaire. Il s'agit évidemment, en toutes circonstances, d'assurer la sécurité des personnels et des élèves. Et puis c'est d'ordre logistique. Il en va de ma responsabilité de proposer une organisation robuste qui puisse tenir, quelles que soient les circonstances, quels que soient les scénarios. C'est pourquoi, après avoir très largement consulté, notamment au cours des 10 derniers jours, je l'ai fait avec les partenaires sociaux, avec les représentants des familles, avec les délégués nationaux et académiques des lycéens, j'ai proposé au Président de la République et au Premier ministre des aménagements qui permettent de concilier la sécurité et la réussite future des élèves, et ils ont accepté cette formule. Face à une situation incertaine, nous avons donc écarté une solution mixte qui aurait consisté à faire passer une ou deux épreuves aux élèves et de valider le reste de l'examen en contrôle continu. Parce que nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue d'épreuves écrites dans le calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires, l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. Donc, si je rentre maintenant dans les détails, pour ce qui est des élèves de 3e, le diplôme national du brevet sera obtenu à partir de la moyenne des notes que l'élève aura obtenues durant les 3 trimestres, donc les 3 trimestres de son année de 3e, évidemment, à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement, dans les disciplines concernées. Je tiens à préciser ce point qui vaut pour l'ensemble des classes dont je parle. Les notes obtenues en période de confinement ne doivent pas compter dans la période de contrôle continu, parce que tous les élèves ne sont pas à la même enseigne. En revanche, cette période de confinement doit permettre de préparer ce qu'on va réussir au 3e trimestre, lorsqu'il y aura, je l'espère, un retour le plus tôt possible. De manière inédite, tous les élèves de collège auront donc cours jusqu'au 4 juillet. C'est ce que nous devons assurer. À partir du moment où il y aura le retour à la normale, il y aura plus de cours que d'habitude parce qu'on réussira à fermer réellement le 4 juillet. L'obtention finale du brevet sera suspendue à un contrôle d'assiduité. Autrement dit, un élève doit être là jusqu'au bout pour avoir son diplôme national du brevet. Pour ce qui en est des élèves de première, en cette fin d'année scolaire, les élèves de première devaient passer les épreuves communes de contrôle continu et une épreuve écrite et orale en français. En lien avec Sophie Cluzel, nous assurons évidemment que les élèves en situation de handicap conserveront de plein droit le bénéfice de l'aménagement de l'épreuve. Et nous sommes particulièrement attentifs en ce moment aux élèves en situation de handicap parce que nous savons bien que la période de confinement pose des problèmes encore plus aigus pour eux que pour les autres. Et donc tout ce que nous pouvons faire au travers des ressources pédagogiques mises à disposition par Internet, au travers du suivi que nous faisons personnalisé par téléphone ou par Internet, bref, tout ce qui est possible, nous le faisons en lien avec le monde associatif en particulier. La note de l'épreuve écrite du baccalauréat de français sera la moyenne des notes obtenues par l'élève tout au long de l'année dans cette discipline. C'est donc là aussi la logique de contrôle continu qui prévaut. Là aussi, nous ne prenons pas en compte les notes obtenues lors de la période de confinement. Mais par contre, l'épreuve orale du baccalauréat de français, elle, est maintenue. C'est un point particulier. Nous l'organiserons donc à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet. Simplement, nous pouvons organiser ces épreuves orales, sauf si, évidemment, les conditions sanitaires ne le permettaient pas dans l'intervalle. Mais dans la mesure du possible, nous organiserons donc un oral de français. Simplement, il y aura moins de textes exigés que prévu. Ce sera 15 textes dans la voie générale, 12 textes dans la voie technologique. Ces textes, je le sais, sont préparés actuellement par les professeurs de français avec leurs élèves. De nouveau, je veux saluer le travail qui est fait en la matière.
Et de nouveau, je veux inciter à lire pendant les vacances de printemps. C'est vrai pour les élèves de première, mais c'est vrai pour tous les élèves. Pendant ces périodes de vacances de printemps, il est éminemment souhaitable de lire des livres. Vous êtes amené à fréquenter encore plus les écrans dans cette période de confinement. Les vacances doivent être l'occasion de regarder beaucoup les livres et d'écouter la radio, d'écouter des émissions, d'écouter de la musique. Pour ce qui est des épreuves communes de contrôle continu, donc voilà pour la classe de première, ce que l'on appelle les E3C2. L'histoire-géographie, les langues vivantes, les mathématiques en filière technologique ne donneront pas lieu à une évaluation telle qu'elle était prévue. Dans ces disciplines que je viens de citer, la moyenne qui sera retenue pour le baccalauréat sera l'addition de la note obtenue aux épreuves communes passées cette année, ce qu'on appelle E3C1, et celles qui seront passées en classe de terminale, qu'on appellera donc E3C3. Donc, pour résumer, la note de E3C2 dans ces 4 disciplines correspond à la moyenne de E3C1 et de E3C3. L'épreuve portant sur l'enseignement de spécialités que l'élève ne poursuit pas en terminale, puisqu'un élève de première a 3 spécialités en première, puis 2 en terminale, donc celle qu'il laisse à la fin de la classe de première, ainsi que l'épreuve d'enseignement scientifique qui fait partie du bloc commun, seront validées par les notes obtenues en contrôle continu, durant donc toute l'année par le candidat dans ces 2 disciplines. Ensuite, pour ce qui est des élèves de terminale, pour les élèves de terminale générale et technologique, l'ensemble des épreuves sont validées par la note obtenue dans les disciplines concernées durant les 3 trimestres. Les 3 trimestres donc de l'année de terminale, à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement, comme je le disais tout à l'heure. Les notes déjà attribuées aux épreuves anticipées de première sont gardées. Donc le baccalauréat de français de l'année dernière est évidemment gardé, l'écrit comme l'oral. De même, les mentions du baccalauréat sont maintenues. Il y aura un jury d'examen pour examiner les livrets des élèves. Autrement dit, le contrôle continu est examiné par un jury d'examen, présidé par un inspecteur général dans chaque département de France. Ce jury étudiera les livrets scolaires pour regarder le cas de chaque élève et, le cas échéant, valoriser un engagement, valoriser les progrès de l'élève, garantir l'équité entre les candidats et notamment l'harmonisation pour tenir compte des différences de notation entre établissements. Il sera vérifié, c'est un point sur lequel je veux insister tout particulièrement, l'assiduité des candidats. Encore une fois, le fait de rester jusqu'au 4 juillet est une condition sine qua non, dans la mesure où il y aura eu un retour à la normale dans l'intervalle, bien sûr. C'est une condition sine qua non pour obtenir le diplôme. Les candidats ayant obtenu entre 8 et pourront passer les oraux de rattrapage dans les conditions connues, les conditions habituelles. Autrement dit, donc, nous gardons le principe de l'oral de rattrapage au début du mois de juillet. Les candidats qui n'obtiendraient pas leur baccalauréat au mois de juin pourraient bénéficier, sur décision du jury d'examen, de la possibilité de passer la session de septembre. Nous organiserons donc un baccalauréat selon les conditions habituelles, dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront, au mois de septembre, et ce sera ouvert aux candidats ayant eu en dessous de 8, dès lors que le jury d'harmonisation les aura autorisés. Et le jury d'harmonisation le fera notamment sur le critère d'assiduité et de motivation. Et puis, bien sûr, cette session de septembre sera ouverte aux candidats libres. C'est vrai, par exemple, des écoles hors contrat, des élèves qui préparent au travers du CNED. J'ai évidemment, là aussi, pensé pour eux. Je sais le travail qui a été accompli par eux pendant l'année. Il ne s'agisse pas non plus de gâcher leur année. C'est en pensant à l'ensemble des cas que je viens d'évoquer que nous avons pris cette décision, qui aussi maintient le baccalauréat dans sa structure habituelle pour le mois de septembre dans cette session de rattrapage. Enfin, pour les élèves des lycées professionnels, pour lesquels j'ai aussi une pensée très forte, parce que nous sommes en ce moment en train de travailler en lien avec leurs professeurs pour que tous soient bien inclus dans ce que nous faisons dans cette période de confinement, pour bien les préparer pour la suite. Les épreuves de BEP, de CAP, de baccalauréat professionnel sont validées sur la base du contrôle en cours de formation déjà passé et du livret scolaire. C'est vrai aussi pour les élèves de BTS, pour lesquels je donnerai des détails avec la ministre de l'Enseignement supérieur au cours des prochains jours. Mais c'est la même logique qu'il faudra pour le BTS. Ces notes sont aussi attribuées par un jury d'examen, présidé dans chaque académie par un universitaire avec un inspecteur général. Ce jury s'assure de l'harmonisation des notations des élèves de Bac Pro et de l'égalité de traitement des candidats. Chaque livret scolaire, chaque situation individuelle sera examinée. Nous serons
extrêmement vigilants sur le fait que les élèves travaillent jusqu'au 4 juillet, à partir du moment où il y aura eu retour à la normale. De même, la motivation des élèves pendant la période de confinement est un point important, même si nous tenons compte aussi des difficultés de tous, et que encore actuellement, et j'en profite pour lancer un appel général, pas seulement à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale qui sont déjà au travail sur ce point, mais à l'ensemble de la société française, sur le fait d'aller chercher les élèves que nous n'avons pas encore pu atteindre au travers de l'enseignement à distance. C'est vrai de 5 à 8% de nos élèves, et c'est parfois plus prononcé dans certains domaines, comme par exemple pour les CAP. Comme je l'ai vu avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, les dispositions que je viens d'indiquer s'appliquent aux élèves scolarisés dans les lycées agricoles, que je salue tout particulièrement aussi. Dans quelques instants, je répondrai à vos questions. Je continuerai à le faire d'ailleurs durant toute la semaine qui arrive. Il y aura une foire aux questions disponible sur le site du ministère, comme nous le faisons depuis le début de cette période de confinement, de façon à répondre à toutes les questions de détail qui peuvent évidemment arriver maintenant à la suite de ces modalités que je viens d'indiquer. Pour conclure, je voudrais vraiment dire que les examens sont maintenus, mais selon des modalités différentes, que nous avons voulu garantir que chacun puisse passer l'examen, mais aussi garantir l'équité et la qualité, notamment au travers de l'assiduité et de la motivation. L'année continue, le contrôle continu prendra en compte les 3 trimestres de l'année. C'est vrai pour la troisième, la première et la terminale, à l'exception, je l'ai dit, des notes obtenues pendant le confinement. La solution présentée est à mes yeux la plus simple, la plus sûre, la plus juste dans les temps difficiles que nous vivons. Elle permet également aux élèves un retour à l'école dans un climat serein, indispensable aux apprentissages. Nous avons à cœur de prendre en compte la situation de chacun, et c'est particulièrement vrai dans cette période de confinement. Le très beau travail accompli actuellement par l'ensemble des personnels de l'éducation nationale doit nous inspirer tous pour arriver justement à des solutions qui, à la fois, traduisent la bienveillance que nous avons pour tous les élèves et l'exigence que nous avons pour notre pays pour sans arrêt hausser notre niveau et garantir la justice sociale. Je vous remercie. Bonjour Monsieur le Ministre, Frédéric Delpech pour LCI TF1. Qu'est-ce qui garantit que ce bac ne soit pas un bac qui soit un bac dévalué, comme on se souvient, ça avait été le cas en 1968 quand le bac avait été passé dans des conditions très particulières. On avait considéré par la suite que c'était un bac qui n'avait pas la même valeur que les années précédentes. Qu'est-ce qui va garantir que ce bac ne sera pas un bac au rabais pour les élèves qui vont le passer, puisque les conditions sont totalement différentes des années précédentes ? Bon, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord tout le travail accompli avant la période de confinement, évidemment. Il y a le fait que nous ayons un jury d'harmonisation. Ça, c'est un point très important parce que ce jury va regarder ce qui est la motivation, le travail accompli par l'élève. Il y a aussi le fait que nous allons essayer de regagner des semaines de cours jusqu'au 4 juillet. Donc c'est en réalité parfois même des exigences nouvelles que nous mettons. Et tout ce que nous faisons, c'est, je le redis, à la fois un système de bienveillance, mais aussi un système qui incite au travail. Nous incitons au travail dans la période actuelle, d'une manière équilibrée, d'une manière qui réussit à inclure tout le monde, et qui aussi ne conduise à faire ni du trop ni du pas assez. Mais aussi, nous voulons de la personnalisation pour chacun, d'une manière qui va peut-être même être renforcée par rapport aux conditions habituelles, puisque les jurys seront particulièrement attentifs au parcours de l'élève, à sa motivation, à son assiduité. Donc on n'a pas ce baccalauréat comme ça, je dirais à la va-vite. C'est au contraire une personnalisation très forte qui va avoir lieu. Elle se base sur le contrôle continu. Je rappelle que c'est le schéma qui existe dans de nombreux pays, ce contrôle continu. À l'occasion de la crise sanitaire vécue par le monde entier, l'immense majorité des pays du monde retiennent la formule du contrôle continu, mais nous sommes un pays qui met peut-être plus en avant des éléments d'harmonisation et d'équité que j'ai indiqués. Véronique Fèvre de BFM TV, dans votre scénario, vous voyez une reprise des cours, j'irai en juin, avec un 3e trimestre, avec des notes, avec des évaluations. Mais est-ce qu'on peut imaginer que par endroit, on ne puisse pas rentrer, que les conditions sanitaires ne puissent pas être réunies? Dans ce cas-là, comment ça va se passer? Est-ce que par endroit, on pourrait rentrer, à d'autres endroits, on ne rentrerait pas? Et on prendrait quoi, les notes des 2 premiers trimestres seulement? Oui. Donc, oui, sur ce que vous avez dit. Bien sûr, nous devons nous adapter. Ce point-là est fondamental, je l'ai dit en commençant. Donc, nous devons avoir une organisation à la fois robuste et adaptable. Donc, dans l'hypothèse
qui évidemment n'est pas souhaitable, mais dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de retour en classe d'ici à la fin du mois de juin, c'est évidemment les 2 trimestres qui compteraient. Mais je rappelle qu'il y a un jury d'harmonisation qui aura lieu et les professeurs auront pu porter une appréciation sur les élèves s'agissant de ce qui se sera passé au 3e trimestre, et notamment le travail et la motivation des élèves pendant la période de confinement, de sorte que ce ne sera pas des notes stricto sensu, mais une appréciation qui sera donnée et qui permet au jury de hausser ou de baisser le niveau de notes que les élèves auront au titre du contrôle continu. Et est-ce qu'on peut imaginer une reprise par endroit et pas dans d'autres de l'école? Toutes les hypothèses sont sur la table par définition. Et là, de ce point de vue-là, nous sommes dépendants de mesures plus générales qui seront prises par le Premier ministre à la lumière de tous les paramètres. Donc, on doit pouvoir imaginer ce scénario-là aussi. Et c'est pour ça que, encore une fois, le jury permet d'apprécier ce qui se passe et de pouvoir tenir compte des réalités de terrain dans chaque territoire et pour chaque élève. Une question, Monsieur le ministre, d'un de nos confrères. Est-ce que les décisions que vous venez d'annoncer s'appliquent également dans les lycées de l'étranger? Ce sera aussi le cas à l'étranger? Oui, cela s'applique pour les lycées de l'étranger. Ils ont fait partie évidemment de notre raisonnement. Il faut savoir que à l'étranger, les lycéens passent parfois le baccalauréat avec des sujets spéciaux bien avant les lycéens de l'Hexagone. Et donc, nous avons évidemment eu à l'esprit le fait qu'eux devaient passer bien avant, et donc ils étaient encore plus concernés par la nécessité de passer au contrôle continu. Donc, ils sont totalement concernés par les mesures prises. Ce ne sera d'ailleurs pas dépaysant par rapport à ce qu'ils connaissent dans leur contexte international, puisqu'en général, la quasi-totalité d'entre eux sont dans des pays où aussi le contrôle continu vaut pour les autres lycées du pays où ils se trouvent. Pour revenir sur la question de ma consoeur de BFM, quand vous expliquez que la reprise pourrait être différenciée en fonction des zones géographiques, est-ce que vous pouvez nous préciser comment ça peut se passer, comment cette rentrée scolaire pourrait avoir lieu différemment selon les zones géographiques, et quels sont les scénarios qui sont étudiés? Alors, comme je vous le disais, on étudie tous les scénarios en étant totalement dépendant du travail fait par les autorités sanitaires, bien sûr. À ce stade, ce ne sont que des scénarios. Mais dans l'hypothèse où il y aurait un retour différent selon les territoires, cela créerait un 3e trimestre différent selon ces territoires. Et dans ce cas-là, le jury d'harmonisation est là pour en tenir compte. Donc on a le cas extrême où il n'y aurait que les 2 trimestres à prendre en compte. Comme je le disais, dans ce cas-là, ça signifie que le jury fait attention à ce que les professeurs indiquent sur le livret scolaire en matière de motivation de l'élève pendant la période de confinement. Et comment, question annexe, comment poursuivre, ça c'est la question de notre confrère de France Info, comment poursuivre la motivation des élèves jusqu'au bout s'il n'y a pas effectivement cette carotte, entre guillemets, que constituaient les épreuves finales? Comment vous allez maintenir la motivation des élèves? Alors je le redis, par l'assiduité. Là, on évoque un scénario quand même qui est loin d'être le plus probable, c'est-à-dire celui où il ne serait jamais revenu à l'école dans l'intervalle. Mais même dans ce scénario, la question de la motivation et de l'assiduité à distance est prise en compte. Donc le jury sera extrêmement attentif à cette dimension-là, c'est-à-dire comment l'élève s'est motivé au 3e trimestre. Vous voyez bien que le système que l'on a retenu, pour un élève qui aurait des notes pas très bonnes pendant les 2 premiers trimestres, c'est un système qui est fait justement pour inciter au travail. Inciter au travail lors du retour éventuel au 3e trimestre pour rattraper les notes du 1er et du 2e trimestre, ou au travail pendant la période de confinement pour avoir une bonne appréciation de sa motivation qui permette un petit peu de hausser les notes de la part du jury d'harmonisation. Une des inspirations principales des mesures, c'est celle-là, c'est motiver, inciter au travail, mais là aussi d'une manière, je dirais, équilibrée. Marie Guerrier de RTL, je me fais le relais d'une question de Louise Cuneo du Point. Vous avez parlé des candidats libres qui passeront le bac en septembre. Comment ça va se passer pour eux, les inscriptions dans le supérieur? Alors, c'est évidemment un sujet spécifique qui ne nous est pas inconnu, puisque nous savons, au mois de septembre, continuer à inscrire des élèves dans l'enseignement supérieur. Je rappelle qu'avec Frédéric Vidal, d'ailleurs, nous avons aujourd'hui indiqué que donc, les inscriptions dans Parcoursup étaient closes à minuit, comme prévu, mais que maintenant, les professeurs principaux de terminale qui suivent les élèves de leur classe allaient joindre autant que possible
autant qu'ils sont joignables. C'est pour ça que c'est aussi un appel général. Les élèves qui ne se seraient pas inscrits avant minuit, pour les faire s'inscrire dans les tout prochains jours, pendant que c'est encore possible pour eux. Ça, c'est le premier point. S'agissant du mois de septembre, nous avons des commissions rectorales qui sont organisées pour cela en lien avec les établissements d'enseignement supérieur. Je rappelle que les élèves qui passeraient en septembre parce qu'ils auraient moins de 8 le pourraient parce que le jury d'harmonisation les y aurait autorisés. Et on retrouve les points de la question précédente, c'est-à-dire qu'on y est autorisé si on a démontré une assiduité et une motivation. Pour revenir sur les euros de rattrapage, vous avez indiqué que ce serait donc comme traditionnellement, les notes entre 8 et 10. Il avait été question, semble-t-il, que tout le monde puisse passer finalement l'oral de rattrapage. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de maintenir cette échelle entre 8 et 10 pour les euros de rattrapage du mois de juillet? Tout simplement pour avoir pour le coup, la reproduction de ce qui se passe habituellement. Vous savez, j'ai essayé de faire au maximum que les choses qui se passaient auparavant puissent se passer de la même façon. Donc on est évidemment obligé de changer beaucoup de choses, mais quand on peut ne pas changer, on le fait. Et là, c'est le cas pour l'oral de rattrapage. Même chose pour l'oral de français. Autant que possible et autant que les conditions sanitaires le permettront, nous avons voulu que l'oral de français de première se passe de la même façon que d'habitude. Comment se passeront justement ces épreuves orales? Quelles seront les conditions sanitaires pour rassurer les parents et les candidats qui le passeront? Alors, les épreuves orales sont plus susceptibles c'est plus facile pour l'institution d'organiser les épreuves orales en respectant les règles sanitaires que les épreuves écrites, en termes de distanciation. Et donc, on les respectera assez aisément et bien entendu, on les respectera strictement. Sur les épreuves orales de français, à quelle date se dérouleront-elles? Après le 4 juillet ou fin juin également? Elles se dérouleront entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet, mais avant le 4 juillet. Une question de notre consoeur Violaine Morin-Dumonde. Comment est-ce que le jury tiendra compte des écarts qui sont parfois observés entre les notes du contrôle continu et les notes à l'examen? Est-ce que le jury pourra, par exemple, donner une mention qui ne correspond pas exactement à la moyenne de l'examen? Oui, vous savez, les jurys sont souverains. C'est un grand principe en matière de baccalauréat et en matière d'examen en général. Donc le jury est souverain pour décider de ce genre de choses. Nous avons l'expérience de cela. Ce sera l'occasion d'ailleurs d'un progrès, puisque, vous le savez, nous avons, dans le cadre de la réforme du baccalauréat, déjà des mécanismes d'harmonisation, notamment pour les E3C. Et donc ce travail sur l'harmonisation est un travail que savent faire les professionnels de l'éducation nationale. D'ailleurs, chaque année, pour le baccalauréat, les livrets sont aussi examinés quand il y a des cas tangents. Donc, simplement, nous le ferons avec une particulière intensité cette année. Et puis, nous le ferons dans un contexte où il faut tenir compte du cas personnel, vraiment, de chaque élève, par-delà la question de l'appartenance à tel ou tel établissement. Une question de Caroline Beyer du Figaro. Question sur les stages en bac pro. Comment fait-on ? Comment ça va se passer pour ceux qui avaient des stages prévus? Alors là aussi, je répondrai de manière précise sur la foire aux questions du site à toutes ces questions, mais là, nous allons accepter que les stages durent moins longtemps du fait de l'interruption liée à la période de confinement. Encore une fois, quand je donne comme premier critère que nous ne voulons pas que les élèves soient lésés, il n'y a aucun élève qui doit avoir perdu son année à cause du confinement. Les aménagements sont faits pour permettre de ne pas avoir perdu l'année à cause de la période de confinement. D'où d'ailleurs des formes d'exigences différentes et différenciées qui sont celles que j'ai énumérées avant. Stéphanie Combe de La Vie demande quels sont les dispositifs que vous envisagez pour rejoindre les décrocheurs et les élèves de CAP. Vous avez parlé de 5 à 8% d'élèves perdus. Quels dispositifs mettre en place? Alors, votre question vaut cette fois-ci pour tous les élèves de France actuellement, par-delà les classes de 3e, de première et le terminal dont j'ai particulièrement parlé aujourd'hui, puisque effectivement on est dans une situation où il y a un risque d'accentuation des inégalités, puisque les élèves se trouvent dans des contextes familiaux très différents. C'est pourquoi d'ailleurs pendant la première semaine de confinement, il y a eu beaucoup de volontarisme de la part de tout le monde, des professeurs, de l'institution, des élèves, des parents aussi. Et c'est quelque chose qui est beau à constater d'ailleurs, je tiens à le souligner, c'est-à-dire comment on a vu la société française qui croit en l'éducation, et comment aussi chacun a vu que
professeur, c'est un métier dans ces circonstances et que ça n'est pas facile. Et j'ai en tête ce que vivent les familles en ce moment et qui seront heureuses le jour où les enfants retourneront à l'école. Et on voit à quel point l'école de la République, c'est absolument fondamental pour assurer l'égalité, la socialisation. Et c'est dans des moments comme ça qu'on le voit tout particulièrement. Donc il y a tout ce travail qui a été fait la première semaine, et on a vu que la première semaine, il y avait et du trop et du pas assez. C'est-à-dire qu'il y a eu des élèves qui ont énormément de travail, et puis il y a eu du pas assez, parce qu'il y a des élèves, soit qui n'ont pas eu tant de travail que ça, ou d'autres qui carrément étaient hors des radars, très difficiles à joindre. Donc nous avons mis en place toute une série de mesures pour cela. Ce serait un peu long de les détailler, mais en 2 mots. Premièrement, un système qui fait que chaque chef d'établissement, mais c'est vrai aussi pour l'école primaire par les inspecteurs de l'éducation nationale et les directeurs d'école. Donc chaque chef d'établissement a joint les professeurs principaux et au travers de ses conseillers principaux d'éducation aussi, a joint les familles classe par classe. Notre objectif, c'est que toute famille soit contactée au moins une fois par semaine, mais plus particulièrement les familles les plus défavorisées, notamment par téléphone. Donc ça, c'est la première des mesures et elle nous a permis d'atteindre la très grande majorité des élèves jusqu'à présent. La deuxième mesure que nous avons prise, c'est un accord avec la Poste, que je tiens à souligner, qui va prendre son plein effet à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, et qui est que les professeurs ont désormais un système qui permet d'écrire sur leur ordinateur ou de scanner sur leur ordinateur ce qu'ils souhaitent, et automatiquement le serveur que nous avons conçu avec la Poste permet d'envoyer ce qui est ainsi élaboré par la Poste, avec en plus une enveloppe T qui est envoyée au destinataire qui permet de renvoyer les devoirs gratuitement de la part de la famille. Ce système-là va nous permettre aussi d'atteindre des élèves qui n'ont pas d'outils numériques ou qui ne sont pas joignables. Nous avons aussi essayé au maximum de distribuer du matériel numérique. Nous l'avons fait en lien avec les collectivités locales. Je veux saluer d'ailleurs les communes, les départements et les régions qui se sont pleinement engagés dans cette dynamique et dans d'autres dynamiques dès le début. Je pense aussi à tout ce que nous avons fait pour l'accueil des enfants de personnel soignant dès le début de la crise, et nous l'avons fait en très bonne osmose avec les collectivités locales. Et là, je veux saluer tous les volontaires, et notamment les professeurs volontaires qui sont venus dans cet accueil des enfants de personnel soignant. Et donc, avec les collectivités locales, nous avons fait des distributions de tablettes aux familles qui n'en avaient pas. Cela a permis d'atteindre quand même un grand nombre de familles. Et nous faisons un tableau avec les recteurs très régulièrement de la situation pour résoudre la fracture numérique. Je ne dis pas que la situation est parfaite sous cet angle. Et tous les pays du monde rencontrent actuellement le problème que vous soulevez. Je pense que nous réussissons à le résoudre le mieux possible, mais nous avons encore plusieurs semaines devant nous. Et donc j'en appelle aussi à la mobilisation de tous. Une famille peut connaître une autre famille et la joindre pour convaincre qu'il faut se raccrocher au dispositif établi par l'éducation nationale, joindre tel ou tel professeur, se brancher sur tel site, etc. Par ailleurs, je dirais que l'opération Nation apprenante que nous avons lancée s'inscrit aussi dans cette dynamique d'équité sociale, parce qu'elle est faite pour que des personnes qui ont la télévision mais qui n'ont pas Internet puissent avoir des contenus éducatifs très pertinents. Dès le début, l'audiovisuel public s'est lancé très fortement là-dedans. C'est notamment le cas des émissions de France 4 qui ont eu un très grand succès et qui continuent. Mais c'est aussi l'ensemble des médias, publics et privés, télévision, radio, journaux, Internet, qui publient des contenus éducatifs pertinents et qui parfois sont ludo-éducatifs, je le signale pour les vacances. Maintenant, vous avez une bonne partie de la presse quotidienne régionale qui publie une page Nation apprenante, conçue avec nos professeurs, et par exemple avec des énigmes mathématiques qu'on peut faire un peu en s'amusant pendant les vacances de Pâques, par exemple. C'est typiquement le genre de choses qui se développent à la faveur de la crise, et on voit bien une belle mobilisation dont les enjeux sont à la fois de créer un climat éducatif. Mieux vaut s'être enrichi intellectuellement, culturellement, dans tous les milieux sociaux pendant cette crise que d'être rivé sur des écrans, sur des contenus peu intéressants. C'est un des messages, évidemment. Et deuxièmement, nous voulons atteindre tout le monde. Nous voulons qu'il y ait des effets de compensation des inégalités sociales pendant cette période. Nous le faisons avec volontarisme. Et donc je suis un peu long et précis pour vous répondre parce que ça en appelle à la mobilisation de tous pour y arriver pleinement. Est-ce que vous avez un nombre de tablettes distribuées, une quantité? Est-ce qu'on sait combien en ont été? Là, je n'ai pas le chiffre à vous donner maintenant, mais on fait des enquêtes rectorat par rectorat sur cette question. Je serai peut-être en mesure dans quelques jours de vous le dire. Pour l'instant, on apparaît au plus pressé. Donc je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais je pense que je pourrai le faire dans quelques temps.
Une question sur Parcoursup, qui se clôturait hier soir à minuit. Est-ce que vous avez constaté une baisse du nombre de vœux sur la plateforme Parcoursup, ou est-ce que c'est à peu près identique à ce que vous attendiez ? Non, il n'y a pas une baisse. J'en parlais avec Frédéric Vidal ce matin encore. Nous avons à peu près le même chiffre, peut-être même légèrement meilleur cette année. Ce sera stabilisé dans le courant de la journée. Et donc ce chiffre n'est pas différent substantiellement de l'année dernière. Et donc nous développons maintenant un système là encore de bienveillance, c'est-à-dire que ceux qui ne se sont pas inscrits à temps vont être contactés pour pouvoir faire encore d'ultimes inscriptions dans les jours qui viennent. Question de François Jarraud du Café Pédagogique. Comment voyez-vous la reprise des cours ? Comment vont se passer les premiers jours ? Y aura-t-il une remise à niveau sur une période de transition, je dirais ? C'est évidemment une question importante. Tout va dépendre aussi des dates de retour. Mais le retour ne sera jamais un retour massif, immédiat. Ça va toujours être avec des éléments de progressivité. D'abord, il y a des sujets pratiques et matériels. Il faut remettre en route les établissements, un peu comme pour une pré-rentrée scolaire. Donc, il y a des aspects très pratiques avec les collectivités locales, par exemple remettre en route une cantine scolaire, etc. Le nettoyage des locaux, bien sûr, tous ces éléments qui prendront forcément un temps, j'espère le plus restreint possible, mais il y aura forcément un temps pour ça. Et puis, il y a un temps aussi qui est un temps pédagogique, de repréparation, pour tenir compte des particularités. Sous de nombreux angles, nous devons faire d'un mal un bien. La situation, elle est difficile, elle est dure, elle présente de nombreux risques. Notre effort collectif pour compenser ça peut apporter bien des choses. Et là, notamment, en disant ça, je pense à la personnalisation des parcours. C'est-à-dire que les professeurs vont être en situation, les premiers temps, finalement, de pouvoir évaluer ce qui s'est passé pour chaque élève pendant la période de confinement et les rattrapages nécessaires. Et je fais confiance à chaque école et à chaque établissement, parce que c'est déjà ce qui est en train de se passer. Pour apprécier ce qui doit être fait pour tel ou tel élève pour compenser les choses. C'est pourquoi j'ai lancé aussi à l'échelle nationale un mécanisme de soutien scolaire aussi pendant les vacances de printemps et pendant les vacances d'été. Pendant les vacances de printemps à distance, un système donc gratuit de soutien scolaire de 6 heures par semaine pendant la deuxième semaine de vacances de la zone où on se trouve, réalisé par un professeur à distance pour un ou plusieurs élèves jusqu'à un groupe de 10. Donc ça, c'est un soutien scolaire hic et nunc maintenant. Et puis cet été, et là j'espère qu'on sera évidemment revenu à la normale dans nos fonctionnements courants de la société, alors il y aura notamment à la fin du mois d'août une semaine là aussi de soutien scolaire gratuit pour les élèves qui en ont besoin, de façon à bien consolider leur niveau avant le passage dans la classe supérieure. On sera particulièrement attentif aux français et aux mathématiques, à l'école primaire et au collège. Alors il y a des classes auxquelles on fait particulièrement attention, hein, par exemple le CM2. Donc on incitera beaucoup d'élèves de CM2 à faire ce soutien scolaire gratuit en petits groupes la dernière semaine d'août. Mais il y aura aussi d'autres dispositifs personnalisés. Par exemple, comme je suis aussi ministre de la Jeunesse, avec Gabriel Attal, nous travaillons déjà d'ailleurs, et avec le monde associatif, les associations d'éducation populaire, qui font déjà un gros travail pour que les colonies de vacances soient éducatives, et bien qu'il y ait cette dimension un petit peu éducative et en même temps épanouissante des colonies de vacances. Nous ne changeons pas les dates des vacances d'été, mais les vacances d'été peuvent être un peu plus ludo-éducatives, si vous le permettez l'expression, qu'en temps habituel. Plusieurs de nos confrères nous souhaiteraient que vous reprécisiez votre position sur les mentions du bac. Comment elles vont être distribuées? Quels vont être les critères? Alors, les mentions du bac obéissent aux mêmes règles habituelles, c'est-à-dire 12 assez bien, 14 bien et 16 très bien. Et les jurys sont souverains pour parfois hausser la note ou baisser la note selon un certain nombre d'éléments dont ils disposent grâce au livret scolaire. Mais c'est le seuil de la note qui permet d'obtenir la mention. Concrètement, si je prends un exemple, un élève qui a 11,8 et dont il est vu qu'il a une assiduité, une motivation pleine pendant l'année, qu'il a été particulièrement actif pendant la période de confinement, bref, une série d'éléments que ces professeurs auront mentionnés dans le livret scolaire, eh bien, le jury est souverain pour le passer de 11,8 à 12 et ainsi lui attribuer la mention assez bien. Pour les épreuves de français en première, il y aura également un jury d'harmonisation sur les notes de l'année? Oui, pour chaque niveau, nous avons un principe d'harmonisation sur les notes de l'année.
Concernant les concours de recrutement des professeurs, ils auront lieu pour les professeurs des écoles, je crois, en juin, juillet. Comment ça va se passer? Si la crise devait durer, est-ce qu'on aura les jeunes professeurs au rendez-vous à la rentrée de septembre? Oui, alors, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé là aussi avec Frédéric Vidal tout au long des dernières semaines, avec toujours les mêmes critères. C'est-à-dire ne pas léser les personnes qui ont préparé les concours et examens. J'ai évidemment été contacté par de nombreux professeurs, parfois interpellés, de futurs professeurs, des personnes qui ont préparé leur concours pendant des mois et des mois, des années, et qui, évidemment, ne devaient pas être lésés à cette occasion. Et donc, nous devions garantir que les concours puissent être passés. Nous avons eu d'abord à les reporter, et puis nous avons donc indiqué avec Frédéric Vidal que ce serait en juin et juillet que ces concours seraient passés, selon des modalités que d'ailleurs nous allons préciser ces jours-ci. Nous y avons travaillé encore ces derniers jours, de façon à avoir la possibilité pour les futurs professeurs des écoles, mais aussi les futurs titulaires du CAPES et de l'agrégation. Pour l'agrégation, ils avaient déjà, pour la plupart, passé les épreuves avant la période de confinement. Mais en tout cas, que pour l'ensemble de ces 3 catégories de concours, on ait une année 2020 qui ne soit pas une année blanche. Donc ça, nous le garantissons. Maintenant, c'est vrai que si au mois de juin, alors même que nous aurions programmé certaines épreuves de ces concours, nous étions encore en période de confinement, alors nous nous réadapterions pour arriver à ce qu'ils le passent ultérieurement. Mais actuellement, le calendrier que nous cherchons à tenir, c'est un calendrier qui se situe entre le 1er juin et le 31 juillet. Quand seront connus les résultats du bac ? Bien, les résultats. Alors, je ne suis pas capable de vous donner la date précise, mais les jurys se tiendront donc dans la première semaine de juillet. Les conseils de classe ont lieu à la fin du mois de juin, le plus tard possible, en vertu de ce que j'ai dit précédemment. Il y aura les oraux là aussi les oraux de rattrapage auront lieu au début du mois de juillet comme d'habitude. Et donc, je préciserai les dates exactes au cours des prochains jours, mais on aura un calendrier du baccalauréat pas très différent de ce qu'on a eu les années précédentes. Ce qui change, donc ce point-là ne change pas vraiment en fait d'une année sur l'autre. Ce qui va changer, c'est le fait que les élèves des lycées, dès lors qu'on serait rentré en classe évidemment, seront au travail jusqu'au 4 juillet inclus. Tous, de seconde, de première et de terminale. Question de Pascal Bouchard de Tout Éduque. Le ministre peut-il préciser les conditions de l'examen pour le hors contrat, les élèves du CNED, je comprends bien c'est septembre, et les élèves handicapés? Alors, les 2 premiers domaines ne sont pas la même chose que le troisième. S'agissant des élèves hors contrat et de ceux qui sont des candidats libres, en fait, et qui ont pu passer par le CNED, ils auront la session de septembre. C'est en septembre qu'ils pourront passer leur baccalauréat. Dans une session normale, comme un baccalauréat habituel, si je puis dire. Et puis, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, ça concernera aussi ceux qui, ayant eu moins de 8, auront été jugés dignes de passer le rattrapage, si je puis dire, par le jury d'harmonisation, de par leur motivation et leur assiduité. Et puis, sur les élèves en situation de handicap, il y a eu, dans les épreuves qu'ils ont pu passer précédemment, et nous l'avions prévu aussi pour le baccalauréat, un aménagement des épreuves. Et là aussi, le jury d'harmonisation tiendra compte des cas particuliers, sachant qu'il y en a des situations particulières selon les handicaps. Donc on est typiquement dans le cas où on doit avoir une personnalisation de l'approche. Et avec Sophie Cluzel, nous donnons évidemment toutes les consignes sur ce point. Une question assez précise d'un de nos confrères. Est-ce que les enseignants qui sont d'habitude rémunérés pour la correction des copies, est-ce qu'ils auront une compensation ? Les professeurs qui se mobilisent sur des situations différentes de la situation habituelle auront des compensations. Donc ça vaut pour un certain nombre de sujets. C'est le cas par exemple actuellement de ceux qui ont été volontaires avant même de connaître la mesure dont je parle, pour accueillir les enfants de soignants. C'est vrai aussi pour ceux qui vont faire du soutien scolaire gratuit pendant les vacances de printemps ou pendant les vacances d'été. Donc le critère est assez de bon sens, c'est quand on fait quelque chose de supplémentaire par rapport aux obligations habituelles, il y a des primes qui sont prévues.
Si le scénario d'une reprise était plus tardif que prévu, en tout cas si c'était un scénario pessimiste, que les élèves ne puissent pas reprendre en juin, est-ce que... excusez-moi, j'ai perdu ma question. Est-ce que vous pourriez repréciser quelle sera la valeur en fait de la continuité pédagogique? Les notes ne compteront pas dans la moyenne, les notes obtenues à distance. Mais pour autant, on vérifiera avec le jury que l'élève s'est bien mobilisé. Est-ce qu'on peut être très précis pour expliquer cela aux parents et aux élèves? De toute façon, il y aura un texte de cadrage sur cette question, mais c'est relativement simple. Les notes obtenues en période de confinement, en tant que telles, ne comptent pas pour l'examen. Là, les professeurs sont libres de donner des notes ou pas pendant la période de confinement. C'est évidemment, ça relève de la liberté pédagogique de chaque professeur. Par contre, ces notes-là ne comptent pas pour le contrôle continu. En revanche, le travail effectué pendant la période de confinement va évidemment être très utile à l'élève pour avoir des bonnes notes au troisième trimestre. Si, dans l'hypothèse pessimiste que vous évoquez, il n'y a pas de vrai troisième trimestre, alors le professeur portera simplement sur le livret scolaire une appréciation sur ce qui s'est passé pour l'élève pendant ce troisième trimestre à distance. Et cela donnera un élément d'appréciation au jury. Et évidemment, nous écrirons une sorte de vade-mecum sur le sujet à destination des jurys d'harmonisation. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que tout ceci se passe dans une atmosphère de bienveillance, de qualité et d'équilibre, avec un très fort souci de justice sociale aussi, c'est-à-dire d'aller chercher les élèves qui sont éloignés de l'école aujourd'hui. En réalité, la période que nous vivons nous amène d'une part à prendre conscience de la valeur de choses qui existent en temps normal et dont parfois nous oublions qu'elles existent tellement elles nous paraissent naturelles. Je veux parler de l'école, de la présence même de l'école. Je veux parler du travail des professeurs. Je veux parler de l'importance de ce qui se joue au travers du fait d'aller à l'école tous les jours, du fait d'aller au collège, au lycée. Tout ça, toute la société française en prend grandement conscience aujourd'hui. Et nous devons en tirer quelque chose de positif, notamment pour le retour. Les choses seront différentes après par rapport à avant. Les usages numériques, par exemple, sont en train d'évoluer, c'est évident. Les relations entre les personnes évoluent, et dans un sens très souvent positif. La relation parent-professeur, par exemple, qui est un sujet clé pour tout système scolaire, eh bien, elle est en train de se personnaliser davantage. Elle est en score grâce aux uns et aux autres. Bravo aux professeurs qui ont fait ce travail, qui se motivent. J'ai des témoignages vraiment magnifiques de ça. Idem pour les parents qui se mettent dans des situations parfois incroyables, qui travaillent des heures et des heures, mais qui en même temps, parfois, ils trouvent aussi un nouveau lien avec leurs enfants. Tout ceci se joue pendant cette période. Et donc, c'est beau à souligner. Et c'est aussi des choses dont on va tirer des enseignements pour la suite lorsqu'il n'y aura plus de crise. C'est pour ça que parfois, on peut faire d'un mal un bien, et c'est aussi un petit peu le défi qui nous est donné. Deux questions qui arrivent de nos collègues à distance. Vous avez parlé des usages du numérique. Est-ce que justement ces usages pourraient s'installer finalement dans l'enseignement ensuite quand il reprendra normalement? Quelquefois, on pourrait avoir usage numérique un peu plus institué. Et deuxième question, vous avez parlé de la rémunération pour les professeurs mobilisés. Est-ce qu'il y a des montants déjà sur la table? Alors, sur le premier point, nous sommes un pays qui a de grands atouts en matière de numérique éducatif. Le numérique, nous le savons, dans nos vies, apporte le meilleur et le pire. Et le meilleur, ça peut être dans le domaine éducatif. Le pire, c'est quand on crée de l'addiction aux écrans, quand on crée de la déshumanisation, tout ce que nous ne voulons pas. En revanche, le numérique, quand il vient en appui à la dimension humaine de l'enseignement, quand le numérique permet plus d'égalité, plus d'approfondissement, plus de tonicité aussi, plus de personnalisation, alors on a les vertus du numérique. C'est pourquoi le numérique est d'abord un sujet qualitatif avant d'être un sujet d'équipement ou un sujet, je dirais, technique. C'est d'abord un sujet pédagogique et qualitatif. Et nous savons bien, la situation était hétérogène jusqu'à présent, et la période actuelle fait que, d'une certaine façon, tout le monde s'y met. Après cela, j'organiserai au cours de la rentrée scolaire, vers septembre ou vers octobre, des états généraux du numérique éducatif pour justement tirer tous les enseignements de la période actuelle. La France peut être un pays en pointe sur ces questions. Elle a les acteurs du numérique forts pour cela, très motivés. On a
aussi bien des start-up que des sociétés très implantées qui sont très bonnes sur ce sujet. Et il y a une dimension donc internationale à cette question. Il faut savoir que pendant toute cette crise actuelle, je suis aussi en contact avec mes collègues ministres de l'Éducation d'Europe, du monde, au travers de l'UNESCO et de ce que fait la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, en ce moment, mais aussi de la francophonie, avec l'Organisation internationale de la francophonie. Je parlais avec mes collègues d'Afrique, du Canada, donc du Québec, mais aussi du Nouveau-Brunswick, de Belgique et d'autres pays francophones, parce que nous avons développé beaucoup de ressources en français. C'est vrai aussi de nos collègues francophones, parce que nous avons des outils techniques que nous pouvons donner à d'autres pays. Nous avons aussi des opérateurs, par exemple des opérateurs de téléphonie, qui peuvent être très utiles dans ces circonstances, dans d'autres pays. Bref, nous devons avoir la vision locale, la vision nationale, mais aussi la vision internationale des défis qui nous sont lancés, et de voir aussi en quoi ça peut être vecteur de progrès pour la suite. Jamais pour déshumaniser les choses, jamais. C'est-à-dire que le numérique éducatif ne remplacera jamais les professeurs, c'est tout le contraire. Le numérique vient en appui du travail du professeur, et plus notre monde est numérique, plus nous allons avoir besoin de l'humain, et donc du professeur, au centre de ces processus pédagogiques. Le numérique éducatif, ça n'est jamais magique. Simplement, c'est très utile, et on le voit bien dans les circonstances actuelles, et ça vient en prolongement du travail humain, de cette relation humaine indépassable qui existe entre le professeur et l'élève. Merci. Il y avait la rémunération des professeurs volontaires. Alors, je vais vous répondre pour ne pas me dérober à cette question, et, même si j'aimais bien conclure par le point précédent. Mais sur cette question, donc, on a actuellement des discussions avec les organisations syndicales. Je rappelle que je les vois par visioconférence, que le directeur général des ressources humaines continue les discussions, et que d'ailleurs les processus d'évolution de nos ressources humaines dans le ministère, indépendamment de la crise, ont vocation à se poursuivre, hein, et notamment la revalorisation du métier de professeur, aussi bien en termes de rémunération que de reconnaissance de tous ordres. Donc tout ce travail-là s'approfondit. Bien entendu, c'est un travail à la fois très technique et très approfondi. Je ne vais pas répondre dans le détail à tout cela. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que les professeurs se sont engagés dans un certain nombre de missions totalement inédites, indépendamment des primes. Bien sûr, il y aura de la reconnaissance du travail. Mais ce qui est important, c'est de voir que les professeurs se sont motivés indépendamment de ça. Merci beaucoup.